Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Troisième Rappel. Comme chaque mois, je vous propose de venir rencontrer un artiste sur la scène où il vient juste de se produire et surtout devant son public qui est resté là pour lui poser toutes les questions qu'il désire. Ce soir, c'est Gad Elmaleh qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Il y a quelques semaines, il jouait à guichet fermé sur la scène de l'Olympia son nouveau spectacle, L'autre c'est moi. En ce moment, il est en tournée dans toute la France, mais Gad Elmaleh reviendra à l'Olympia en mars prochain. En attendant, c'est son troisième rappel. Le temps du générique pour installer notre décor. Et c'est parti, musique. Je me disais qu'une petite entrée à la Gad Elmaleh... Non, je vous demande pardon. Je me rends bien compte que c'était grotesque. Merci d'être resté pour ce troisième rappel de Gad Elmaleh. Il vous a fait hurler de rire pendant 2 heures. Vous allez maintenant pouvoir lui poser toutes les questions que vous désirez. Il y a des hommes en noir dans la salle avec des micros. Vous leur faites signe, ils viennent vers vous et vous posez votre question. N'hésitez même pas à nous interrompre. J'ai l'habitude. Merci d'accueillir Monsieur Gad Elmaleh. C'est bizarre, j'ai envie de recommencer le spectacle. Comment vous vous sentez après un spectacle pareil? Plutôt euphorique ou épuisé? Zen, franchement, ce soir, ça s'est super bien passé. Donc, enfin, pour moi, je sais pas pour vous. Mais... je trouve ça assez intéressant aussi de voir le visage des gens qui ont rigolé. D'ailleurs, c'est pas un public de comique que vous avez, c'est un vrai public de rockstar. Il y a des moments où on se croirait à un concert des Rolling Stones. Bah, ça, c'est la guitare qui fait ça. C'est la guitare. Mais j'ai envie simplement de vous dire aussi que c'est la première fois que c'est la première émission Troisième Rappel. Ouais. Il y en aura d'autres. Donc bien vous sûr. Faites partie des premiers, comme moi, comme vous. Ouais. On vous soutient pour le Troisième Rappel à fond. Voilà. Vous avez un public comme ça partout où vous allez, toujours aussi euphorique? Non, le mardi. Uniquement le mardi. Le mardi, ils sont super. Le mercredi, ils rigolent pour rien. Ouais. Le jeudi, il n'y a que des femmes. Ouais. Le vendredi, que des hommes. Ouais. Et le samedi, des mix. Vous le connaissez d'ailleurs ce public? Il y a un emploi du temps à l'entrée comme un hammam, c'est-à-dire le lundi. Le lundi, voilà, c'est ça. Je suis content parce que c'est la première fois que je le vois sans Fogiel à côté. Donc je peux lui dire ce que je veux. Est-ce que vous le connaissez ce public? Je vous propose qu'on aille le voir. Vous vous présentez à 2-3? Alors, venez avec moi. Je le connais pas personnellement. Justement, je vais faire mon Jacques Martin. Venez, Jacques Martin, d'accord. Alors, voilà. Une tête qui vous inspire, on va la voir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je viens d'Oran spécialement pour vous voir. Et ben voilà. Pas vrai. Oui, enchanté. Et je vous dis que nous vous aimons beaucoup là-bas. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ben voilà, c'est la première fois que je touche le public. Et que vous voyez la scène. Et voilà, donc ça c'est fait. Merci beaucoup. Alors vous savez que, non, je voulais informer le public que c'était un honneur que vous fassiez un rappel, puisqu'il y a une règle à laquelle vous ne dérogez jamais. Gad Elmaleh ne fait jamais de rappel. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Parce que non, mais il y a des gens que je connais, c'est bizarre. Papa! En fait, ce qui se passe, franchement, là je vais essayer d'être franc et sérieux. Je pense que c'est un peu de la complaisance des fois de dire bon, je fais semblant de partir, après je reviens, je fais un petit sketch. Vous voulez laisser un petit goût de pas assez?
Voilà, voilà. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je vous aide un peu. mais je sens qu'on est sur la même longueur d'onde. Un petit goût un goût de pas assez. En tout cas, ça vous empêche pas quand même de... Pour le public, j'entends, pas pour vous. J'ai jamais entendu cette expression. Hein. Vous voulez créer de la frustration. Oh, c'est un goût de pas assez, ça. En tout cas... c'est très bien, ces fauteuils. Juste avant de s'asseoir... Non mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un petit raccord chemise quand même? Ah enfin, ouais. Je veux dire, c'est... Ça, c'est une chemise. Franchement, c'est une chemise. Sérieux, pour passer le cap, c'est-à-dire entre le moment où elle est sur le cintre et le moment où on rentre dedans, Ouais. franchement, bravo. Merci. Merci, Gad. Bien. Juste avant de s'asseoir, Gad. Merci. Là, nous sommes juste après le spectacle. Nous avons voulu aussi savoir ce qui se passait avant que vous rentriez en scène. Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je suis venu vous voir à Tours, dans votre tournée province. Ouais. Donc, que se passe-t-il les quelques heures avant de rentrer en scène? Ben, ma foi, vous avez un petit peu les miquettes. On regarde ça. Le mec, il fait le gag, mais il regarde comme s'il a pas choisi la voiture. Rentrez, monsieur Pompidou va vous... Bonjour. Monsieur Pompidou ne va pas être là tout de suite. On va lui préparer son bureau. Ah non, non, non. Qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous êtes en tournée? Pas grand-chose. Vraiment. Qu'est-ce qui vous manque pas du tout? C'est pas la même question? Non. Là, c'est plutôt une grande salle. Je crois qu'il doit y avoir quoi, 1600, 1700 le Vinci, non? C'est ça? 1900. C'est comme l'Olympia en fait. Et c'est bien, la scène est bien. Tu sais pourquoi il y a des couleurs différentes dans les théâtres, comme ça, dans les sièges? J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Quand il y a des spectacles où il n'y a pas beaucoup de monde, si tu l'éclaires un tout petit peu, et qu'il y a des gens, en fonction des couleurs comme ça, tu verras pas les trous. Et ceux qui sont carrément au premier rang, là Je les vois pas. Je veux pas les voir. Sauf si ça se passe très bien et que j'ai une grande confiance, là je vais chercher des regards. Sinon, d'ailleurs à ce propos, Eric, tu leur as mis un Walkman carrément là. Tu vas percher? Ouais, je vais percher. Dis-moi, Perchman, c'est juif, non? On a déjà fait. Vous avez une anti-sèche là-bas? Bah, c'est un spectacle en rodage. Hein. Ça vous arrive d'avoir un trou? Ouais. Non, pas un trou, mais l'ordre, si tu veux, des trucs. Comme ce spectacle, il n'y a pas de sketch et un stand-up en adresse au public pendant 1h40. Des fois, il y a des... Donc je fais semblant de regarder un truc, là. Oui. Bonne loge. Ça, c'est beau, comme les footballeurs. La classe, hein. Le seul moment où je me concentre vraiment, c'est quand je m'habille. Mais vraiment. Hein. Parce que j'ai pas de truc. Tu sais, des fois, t'as des artistes qui font, je sais pas comment ils font s'il vous plaît, laissez-moi tout seul. Ils font. Moi, je turbine trop, je peux pas me concentrer comme ça. Donc quand je m'habille, je prends le temps. Tu vois. Pourquoi j'ai peur ce soir? Parce que vous êtes là? C'est pour ça? J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi j'ai peur. En général... Il y a que des gens qui vous aiment maintenant. Ah bon? L'amour. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer et regagnez vos places. Pour apprendre qu'il est interdit de filmer. T'as vu la réverb de la salle? T'as vu la réverb de la salle? Bonne soirée à tous. Non, ça... Ils sont calmes les gens. Bon spectacle. Ah ouais.
avant de rentrer sur scène, je flippe bien comme il faut. Ce soir aussi, j'étais vraiment... Mais t'as peur, en fait, t'as peur... Si vous n'êtes pas stressé, vous faites un mauvais spectacle, peut-être? Il faut que vous soyez... ouais, je crois que c'est... Enfin, c'est pas indispensable, on va pas être maso, mais je crois qu'en fait, franchement, quand je suis trop détendu, ça m'inquiète, quoi. Alors la détente, c'est peut-être après, quand vous êtes en tournée, j'imagine, la tournée des boîtes, genre Pierre Palmade, le carré VIP. Histoire naturelle sur TF1. Alors d'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi Histoire naturelle, donc cette fameuse émission de pêche, inspirait tant les comiques. Ben, parce qu'en fait, c'est absurde, c'est un programme qui est absurde, c'est un truc qui dure depuis des années, et ils veulent pas l'enlever. T'es là, tu regardes ça et tu te dis... moi, en fait, l'idée du sketch, elle est née en tournée parce que des fois, tu rentrais, tu venais de faire une grosse salle, un zénith, les gens étaient chauds, tu crois que t'es connu, t'es au top, mais en fait, tu termines devant ce truc et tu le regardes, tu regardes parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc vous la connaissez par cœur, l'émission, vous l'avez vue combien de fois? Non, pas tous les soirs, mais assez souvent. Ah, la défaite. Non, mais malgré moi, quoi. Bien. Pour parler un petit peu du spectacle, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est votre énergie. À courir, à chanter, à crier. Où est-ce que vous allez chercher ça? Elle est bien cette question, non? Ouais. En fait, bon, où je vais chercher ça déjà? Préparation physique, je sais pas, vous faites du sport? Non, je fais une petite préparation physique avant le spectacle, simplement pour pas sortir de scène totalement rouillé, quoi. Donc je fais des petits trucs de base, quoi, des étirements. Non, pas des pompes, des étirements, mais vraiment. Avant, je le faisais pas. Non, des pompes, ça se voit. Non, des pompes, non. Arrête, ils sont avec moi. Ok, j'ai vu. Et en fait, l'énergie, elle vient de l'envie profonde de faire rire, quoi. C'est-à-dire que j'adore, moi, dès qu'il y a les premiers rires, quand je suis flippé derrière, ça dure quelques secondes, même pendant le spectacle, quand je viens sur scène, mais quand il y a les tout premiers rires, ben, tu te sens aimé, en fait, tu te sens bien, tu te sens... donc ça te donne de l'énergie. Maintenant, physiquement, moi, j'envisage pas ce métier-là différemment, c'est-à-dire que j'ai du mal à voir des spectacles où les mecs ne bougent pas. Ouais. Et vraiment, les soirs où je transpire pas, je suis pas content. Je me dis, j'ai fait un spectacle bidon, quoi. Comme les joueurs de foot. Ouais, comme les joueurs de foot, ouais. Alors, ce type de spectacle, c'est ce qu'on appelle du stand-up. Ouais. C'est un profil particulier, c'est 1h30 comme une longue histoire. C'est pas une succession de sketchs avec des noirs entre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce registre-là? Ce que j'adore, moi, dans cette forme-là, en fait, c'est que dans la journée, il peut t'arriver un truc et tu peux le rentrer dedans. Mais quand les sketchs sont arrêtés, alors c'est très difficile de rentrer d'autres thèmes, tu vois. Par exemple, ce soir, j'ai rajouté des choses que j'ai pas fait hier soir. Mais est-ce qu'il y a des techniques, malgré tout? Est-ce qu'il y a des passages obligés? Par exemple, je vois que vous tutoyez le public. J'imagine que ça crée de la proximité. Ouais. Il y a des personnages qui reviennent, comme du running gag. Ça, c'est des techniques de stand-up ou c'est applicable à tous? Je sais pas, moi je le fais au feeling. Je sais pas si c'est des techniques, mais c'est vrai que de tutoyer le public, de lui dire, par exemple, tu connais le mec qui est comme ça, qui danse comme ça le met dans c'est comme si je lui parlais à une personne et il se sent plus proche de moi. Et moi, je me sens plus proche d'eux. Par exemple, le fait qu'il y ait un rire toutes les 30 secondes. Bon, c'est d'abord parce que vous êtes drôle, mais est-ce que ça se prévoit à l'écriture? Non, non, ça se prévoit pas. Comment tu veux prévoir ça? Je sais pas. Non, mais j'imagine qu'à l'écriture, on... Non, ce que j'ai voulu dire... Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'à l'écriture, vous pourriez par exemple prévoir quelques phrases sans qu'il y ait de blague, donc sans prendre le risque, sans qu'il y ait potentiellement raison de rire. Non, vous faites en sorte que ça soit drôle tout le temps. Les seules phrases en fait où il n'y a pas de rire, c'est celles qui préparent à un rire. C'est-à-dire que... La rampe de lancement. Ouais, exactement. C'est la rampe de lancement d'un gag. Bon, je suis en train de parler genre théoricien du gag, j'en sais rien. Moi, je parle pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a des... C'est pas très grave si ça rit pas. Par exemple, le moment où je fais l'entracte, je me pose. J'ai vraiment envie que pendant 2 secondes, on se dise « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, quoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment un entracte ? Est-ce que c'est... Il n'y a pas de rire, mais c'est pas grave, en fait. Ça prépare à quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer un soir où ça ne rit pas ? Est-ce que ça vous déstabiliserait ? Ça vous est déjà arrivé ? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Racontez, comment vous avez vécu ça ? Ben mal, parce que... c'est comme si C'était quand ? C'était où ? Ben, c'était pas ce soir, hein, mais... C'était des fois dans des tournées en province, des fois ça m'est arrivé à Paris, dans des théâtres. C'est pas que ça rit pas pendant tout le spectacle, c'est qu'en fait ça rit pas dès le début. Et des fois c'est pas que de la faute du public, des fois c'est de ma faute. Il y a des trucs très bizarres en fait, c'est que des fois tu as la pêche, mais tu as super la pêche, tu te dis je vais faire un super spectacle, et tu es tellement dans l'énergie que tu y vas, et mais ils te suivent plus parce que tu es tout seul en fait, tu es là. C'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, il y a des soirs où tu es fatigué, ou bien tu viens de t'embrouiller avec ta nana au téléphone, tu dis je vais faire un spectacle de merde, t'arrives,
Et juste t'entends les rires et ça te motive, ça te porte. Ça arrive souvent, ça, les embrouilles, non? C'est un sketch, j'ai pas de copine. Vous parliez tout à l'heure de l'entracte. On a le sentiment comme ça que c'est un moment d'improvisation. D'abord, est-ce que ça en est? Des fois, j'improvise des petits trucs pendant l'entracte parce que c'est un moment libre. Donc je sais que je peux improviser, je peux rajouter des idées. Mais bon, en même temps, tout est écrit, quoi. J'ai rajouté des choses ce soir que j'avais écrit cet après-midi. Pour voir ce que ça faisait. Par exemple, quand j'ai dit la douche sans fil, quand j'aurais... ça, je l'ai jamais joué. C'était la première fois de ma vie que je le disais. Ça vous est venu ce matin, quoi? Ça m'est venu cet après-midi. Non, ça m'est venu hier soir. Je discutais avec ma soeur d'un truc, bref. Et ça m'est venu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un pète les plombs sur l'argent et tout ça pour critiquer ça? Alors, je me suis dit, comme c'est la folie de sans fil, du Bluetooth, des machins, je me suis dit la douche sans fil. Je l'ai essayé ce soir. Ça a marché, donc je vais l'essayer demain encore. Voilà, quoi. Une première question, je crois, dans le public. Salut. Oui. C'était pour demander, tout premièrement, est-ce que tu t'es déjà planté sur scène? Mais planté grave, ça veut dire genre, t'as un trou d'une demi-heure, quoi. Là, maintenant. Voilà, c'est ça. Mais planté, genre, je sais plus où je suis, quoi. Genre, c'est ça, voilà. Tu sais plus où t'habites. Alors, bon, les vrais trous, comme au théâtre, les trous de texte, dans le one-man show, moi, j'y crois pas. C'est-à-dire, quand tu es auteur de tes textes, tu peux pas avoir un trou. C'est-à-dire que même s'il te manque une partie de texte, c'est toi qui as écrit l'histoire, c'est toi qui as écrit le délire, donc tu sais comment retomber sur tes pattes, même avec d'autres mots. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé de faire, là, je sais pas s'ils sont là, je vous aurais montré un petit secret, mais non, il y a des tableaux qui sont en coulisses. Il a des antisèches. Où il y a l'ordre des thèmes que j'aborde, parce que c'est encore les premières représentations. Mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est de plus savoir où j'en suis, quoi. C'est-à-dire est-ce que c'est ce thème que je vais aborder là maintenant, ou c'est l'autre que je vais aborder, je sais plus. Donc il y a un petit moment d'hésitation. Mais planter pendant une demi-heure sur scène, franchement, ça n'existe pas, même si t'es australopithèque. Si jamais vous avez un trou comme ça sur scène, est-ce que vous avez en stock quelques petites blagues passe-partout qu'on peut toujours caser? Non, j'ai pas en stock des blagues, mais je continue sur ce qui me vient dans la tête. Je suis auteur de mes textes, donc je continue, j'y vais. C'est vrai que des fois, j'oublie des choses, ça me rend malade, j'oublie des trucs. Mais tu peux pas avoir un vrai trou. Au théâtre, tu peux, parce que c'est pas ton texte. Vous pouvez être déstabilisé par quelque chose? Un portable qui sonne, quelqu'un qui prend une photo? En fait, ça dépend des soirs. Moi, je trouve que les artistes sont assez de mauvaise foi. C'est-à-dire que moi aussi, je l'avoue, les soirs où c'est super, il y a une super ambiance dans la salle, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Il y a des gens qui vont prendre des photos, tu dis t'en fous, c'est cool et tout. Mais le soir où ça rit pas comme tu veux, tu sors et tu dis pourquoi il y a des photos? Vous êtes malade. Et qui c'est qui morfle derrière comme ça? Ouais, pourquoi? Je vous avais dit il faut pas de photos et tout. Alors en fait, on est fragile un peu quand on est sur scène. Alors parmi les autres singularités du style Gad Elmaleh, il y a cette faculté que vous avez à détourner la langue française, à parfois la déformer. Ça vient d'où ça déjà? Je pense que ça vient de mon inculture que j'assume totalement. Ça vient du Maroc. C'est un vrai complexe alors? Non, c'est pas un complexe. Avant c'était un complexe, mais après j'ai compris que la culture c'était pas simplement connaître 12 000 livres par cœur ou connaître toutes les capitales du monde ou savoir. D'ailleurs, c'est amusant parce que les livres, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années de cela, donc vous souffriez déjà de cette inculture et je crois que vous inventiez des titres de livres pour faire croire que vous lisiez. Ouais. Vous vous en souvenez de ces titres de livres? Bah, bien sûr, je m'en souviens. Allez-y. J'allais dans des soirées à Paris dès que je suis arrivé et tout le monde parlait de littérature et tout. Et moi je disais, t'as lu Il a plu sur mon vélo de. Machin. Mais ça, c'est pas crédible. Et le comble du snobisme intellectuel, c'est que souvent les gens m'ont dit ah oui, c'est génial. Magnifique. Ah, il a plu sur mon vélo, c'est. Mais est-ce que ça vous arrive encore de le faire aujourd'hui pour vous marrer? Non, je le fais plus ça. Mais en fait, tu sais, quand j'invente les expressions, c'est parce que moi souvent, je crois que, en fait, bon, après c'est culturel, ça vient de là où je viens. Je viens de la tradition orale pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des expressions de la langue française que j'ai jamais vues écrites. Je les ai juste entendues. Par exemple, avant, moi je croyais, tu sais, il y a une expression qui dit sans crier gare. Il est venu sans crier gare. Moi, pendant des années, je pensais que c'était sans crier garde, parce que c'est genre, j'imaginais un mec dans un château et tout, qui disait, qui n'a pas crié garde. Mais je me suis fait mon délire à moi. Pendant des années, j'ai dit sans crier garde.
Justement, c'est le moment où jamais je me suis dit, tiens, je vais lui faire improviser sur... Je vous soumets 2-3 proverbes ou des expressions de langue française, et puis on voit ce que vous en faites, ok? C'est parti. Par exemple, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ah, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ça veut... Vous n'allez pas me faire passer pour un hamar devant toute la France. Bon, bah ça je connais. Ça veut dire prends déjà ce que tu as maintenant. Non, arrêtez, parce qu'après je vais dire le bon truc, ils vont applaudir comme un idiot qui vient de dire... Non, on va faire plus simple. Nous sommes le 14 avril. 14 avril, ne te découvre pas. Parce que tu peux attraper froid. Voilà, bien joué. Mademoiselle, vous avez une question? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous mimer une marche avec des chaussures de ski? Alors ça c'est de la gestuelle. Je précise simplement que donc tout à l'heure je l'ai fait en gag. La qualité des Gad Elmaleh, c'est sa gestuelle et ses facultés de mime. Et dans le spectacle, vous avez une façon incroyable de mimer quelqu'un qui marche avec des chaussures de ski. Attends, t'as mon forfait, putain. Montez, mademoiselle, il va vous faire une démonstration, il va vous apprendre. Venez, je vais vous donner un cours de marchage avec des chaussures de ski. Bonsoir. Comment tu t'intitules? Sarah. Bonsoir Sarah. Je vous laisse faire. Ce qu'il faut faire, je vais le faire d'abord une fois. Ce qu'il faut faire, ce qui est très important, quand tu marches avec des chaussures de ski, il faut imaginer donc que tu as des chaussures de ski. Donc tu peux pas, ça n'existe pas ça. En fait, tu es obligé, si tu veux, d'avoir une raideur au niveau tibiesque et au niveau pédestre qui te rend ridicule, c'est-à-dire, quel que soit... Essaye. Attends, je suis trop pressé d'empiéter. Clac, plaque. Clac. Les gens qui sont en train de regarder l'émission sont en train de se dire, je te jure que je l'ai vu, Gad, il faisait clac, clac avec une fille. Voilà. Demain, on apprendra à marcher avec des raquettes. Merci, Sarah. Salut. Alors, on parlait de votre gestuelle. C'est vrai que c'est incroyable de voir tout ce que vous pouvez faire avec votre corps et votre visage. C'est un don ou alors c'est des heures d'entraînement devant sa glace? Non, sincèrement, c'est vraiment étonnant. C'est pas de l'entraînement, c'est un amour que j'ai pour tout le comique absurde et burlesque du corps et tout. Moi, j'aime bien imager des trucs avec le corps, tu vois, quand je fais l'haltérophile ou quand je fais, que ce soit les chaussures de ski. J'aime bien que le corps, il raconte autre chose que le texte, en fait. Et que tout de suite, tu te places tout de suite dans quelque chose de très fort visuellement et qui va te faire rire parce que c'est soit exagéré, soit... Vous avez des modèles là-dessus? Je pense à Jacques Tati ou même Chaplin. Jim Carrey, à sa façon? Ouais, Moins. Charlot, ouais, vous l'avez dit? Ouais, Chaplin, ouais. Il faut savoir aussi que votre père était mime, donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu... Ouais, je lui ai chopé des trucs. Atavisme. Atavisme, c'est un bon mot, ça. Ambitieux, 4 syllabes. Hein. Atavisme. À pyramide, tu fais un carton, toi. Mime. Atavisme. Bien. Je voulais un petit peu parler de votre type d'humour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que quand on vient vous voir, on est devant son miroir. Vous prenez la vie quotidienne, vous la mimez avec le talent que vous avez, et finalement c'est un petit peu de nous que vous vous moquez. Parce que vraiment, je me concentre sur des choses de la vie quotidienne qui m'intriguent. Vous passez des heures au terrasses de café, vous regardez. Non, pas, mais juste naturellement, quoi, comme ça. Je me souviens que dans votre précédent spectacle, il y avait un sketch avec un enfant qui se faisait vraiment pourrir par son père, comme on dit. Et c'est parce que vous étiez dans... Sébastien, ouais. Et donc ce sketch-là, vous étiez un jour dans un café et vous avez vu un enfant se faire un petit peu maltraiter, ne serait-ce que verbalement par son père, et ça vous a inspiré un sketch. Bien informé, ouais. En fait, moi, bon, c'est parti d'un truc triste. En fait, j'étais dans un café, et il y avait deux messieurs en train de parler, et un môme assis. Et le mec qui disait à l'autre bonhomme qui était en face de lui, quand je te dis que c'est un con, c'est vraiment un con, il veut rien faire, c'est incroyable, il travaille pas à l'école, il est con, Et vraiment, il parlait de quelqu'un mais en l'écrasant, quoi. Et l'autre, il disait, mais c'est pas vrai, comment on peut être comme ça, tout ça. Et à un moment donné, le mec en face, il regarde le petit, il dit, t'entends ce que ton père te dit? Et ça m'a foutu les boules. Je me suis dit, comment on peut parler à un môme comme ça? Donc d'une situation tragique, vous avez tiré quelque chose de comique. Et je me suis dit, alors je vais en faire un sketch, je l'ai appelé Sébastien, et je suis parti dans un truc comique, mais c'est triste à la base. Ouais. Alors là, votre tête de turc dans ce spectacle, c'est... Merci. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas.
Tu sais, toi, tu mords dedans la feuille de salade, elle vient comme ça et tout. Comme ça. Lui, les tomates, elles restent parallèles. Toi, t'as toujours une tomate qui sort du sandwich qui fait hop, ça va, ouais. Donc ce blond, c'est un personnage fictif qui est censé incarner la perfection dans tout ce qu'il fait. Alors déjà, je me suis dit, mais peut-être que les gens parfaits, Gad ne les aime pas. Vous n'aimez pas les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent? Non, c'est pas vrai. C'est juste que moi, je trouve qu'on a... Bon, déjà on a entendu parler beaucoup du diktat de la mode pour les femmes, mais jamais pour les hommes. Franchement, t'es avec ta nana des fois devant la télé, tu dis, moi je serais jamais comme ça, quoi, tu vois, c'est pas possible. Le mec qui mange une barre de chocolat, et il vole et tout, je sais pas quoi. Ça serait quand même bien qu'on trouve un blond dans cette salle et qu'il ait un droit de réponse, parce qu'il a été humilié pendant 1h30. Mais non, mais c'est pas le blond lui-même qui a été humilié. Il n'y a pas un blond dans cette salle. C'est la notion. Qu'un blond lève le doigt. C'est pas possible qu'il y ait une salle sans blond. Mais ils sont partis, tu crois qu'il va rester? Ils sont dégoûtés. C'est une manière de s'opposer à quelque chose qui est un peu parfait, un truc qui est un peu tout glisse, tout va bien. Puis c'est culturel aussi. Ouais. Moi je viens d'une culture où il n'y a pas beaucoup de blonds. À la base. C'est un peu un fantasme, quoi. Non, non, je te jure que je veux pas être blond, mais... Puisqu'on parle de vos origines, il y a quelque chose qui tranche vraiment dans ce spectacle par rapport aux deux précédents, c'est que vous ne parlez plus de vous, mais de la partie marocaine. Donc vos deux premiers spectacles étaient sur le registre du déracinement. Ouais. C'est des sujets que vous n'abordez plus. Vous estimez que vous n'avez plus rien à dire là-dessus? C'est pas que j'aborde moins le déracinement, je l'aborde, moi je trouve, c'est-à-dire en parlant des origines, en parlant de... Mais tous mes spectacles étaient autobiographiques. Celui-ci l'est, mais sur votre vie? Il l'est, mais sur ma vie de maintenant. C'est-à-dire que le premier spectacle, je racontais que je suis parti du Maroc, j'étais au Québec, après je suis venu à Paris, au cours Florent, j'ai vécu des choses. Le deuxième, c'était plus un spectacle à sketch, mais avec de l'autobiographie, sauf Chouchou, qui n'est pas autobiographique, je tiens à le préciser. Qui aurait pu l'être, mais bon, je n'ai pas encore passé le pas. Et sinon, celui-là, il est autobiographique. Je parle de moi, mais voilà. Mademoiselle. Bonsoir. Donc moi, je voulais savoir pourquoi, après un aussi grand succès de Chouchou, vous n'avez pas repris dans ce troisième spectacle? Eh ouais, Chouchou. C'est une bonne question. Parce qu'en fait, je pense, bon, j'ai pas de règles ni de technique, mais je le fais encore une fois au feeling, à l'instinct. Je crois que quand quelque chose marche, et marche très fort, et ça a été le cas pour Chouchou, qui a fait 4 millions d'entrées, c'est quelque chose de très fort qui t'arrive. T'as pas envie de, comment dire, de tirer sur la ficelle, de décliner, de rajouter encore, de te complaire dans quelque chose qui a marché. Tu as envie de passer à autre chose. Parce que quand les choses marchent, il faut passer à autre chose, je pense. Et j'ai une autre théorie qui peut ne pas plaire au public, mais je la défends jusqu'au bout. Quand on donne au public exactement ce qu'il attend de nous, il est déçu. Comme les rappels. Voilà, c'est-à-dire que si quelqu'un attend exactement un truc et tu lui donnes, il va dire « Ah, c'est bon, il a déjà fait ça. » Trop attendu. Et en fait, Chouchou, je fais un clin d'œil pour ne pas renier totalement cette histoire avec le public, parce que c'est une histoire avec le public. Quand il y a 2000 personnes qui disent « J'adore Lee Sochi », pour moi, c'est un moment, mais surréaliste. C'est-à-dire que c'est... Comment vous dites? J'adore Lee Sochi. J'adore. C'est un petit plaisir. J'affectionne la... Non, mais c'est-à-dire que c'est un moment surréaliste, mais en même temps, c'est un clin d'œil à Chouchou. Il y a un autre personnage qui a disparu, c'est votre fameux grand-père. Ouais. Et Abdrazak. Mais parce que voilà, j'avance, j'évolue, je passe à autre chose. Mais j'ai remarqué un truc, des fois avec le public, les mêmes gens qui vous disent « Pourquoi vous ne faites plus le grand-père ?» c'est les mêmes qui pourront vous dire « Ah, encore le grand-père !» Ouais. Mais est-ce que... Changez un peu. Alors, puisqu'on parle des thèmes que vous abordez, j'ai remarqué qu'il y en a un qui manifestement vous inspire peu, en tout cas vous ne l'abordez pas, c'est l'actualité en général. Bon là vous effleurez un petit peu les attentats à votre façon et puis l'alcool au volant, mais globalement l'actualité vous ne l'utilisez pas. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est des sujets trop sensibles, ça vous intéresse pas peut-être? Ah non, bien sûr que ça m'intéresse, je suis touché par l'actualité, mais en fait c'est dans mon registre et dans mon écriture. Est-ce que j'apporte quelque chose de plus intéressant que les humoristes qui le font, qui sont vraiment leur marque de fabrique? Une revue de presse à la Bedos, par exemple, ça serait pas votre truc? Non, je pense qu'il le fait très bien et moi, c'est pas mon truc, je sais pas le faire. Et j'ai envie d'être universel, mais récupérer l'actualité simplement pour être dans le coup et faire des trucs sur l'actualité, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui le font très bien et j'ai du respect pour eux, pour leur écriture. Il y a un autre sujet sur lequel vous faites l'impasse, c'est la grivoiserie. Il y en a qui l'utilisent beaucoup, je pense à Michael Youn ou Bigard. Vous?
Non, là encore, c'est pas un registre dans lequel C'est parce que c'est pas ma vie. Pas... Dans mon quotidien, il m'arrive rarement de faire des vannes, voilà, des vannes de cul ou des trucs un peu. C'est pas mon quotidien. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a ma mère qui est dans la salle. J'ai toujours peur qu'elle me dise d'où tu sors, pourquoi tu parles. J'ai pas de jugement sur les thèmes, mais il faut que ce soit cohérent. Ouais. Jean-Marie Bigard, c'est cohérent. Ouais. Moi, ça me fait hurler de rire. Et puis j'ai envie, moi, que les gens puissent venir me voir. Comment dire, j'ai envie qu'un môme, s'il a envie que sa mère l'amène voir le spectacle, j'ai pas envie qu'elle soit comme ça en train de dire pourquoi il est... En même temps, vous lui dites qui est le Père Noël, alors c'est pas très sympa. Oui. Ah ouais. Une question dans la salle? Oui. J'aimerais savoir, parmi tous les personnages que vous avez joués, quel est votre personnage fétiche? Est-ce que vous en avez un? Mais je dois dire que vraiment le personnage de Chouchou, c'est celui que j'ai adoré jouer et j'ai pris le plus de plaisir à jouer sur scène. Parce qu'en fait, il n'est pas que drôle, en fait. J'ai pas envie d'être que drôle des fois, j'ai envie de pouvoir émouvoir les gens. Je me souviens qu'une fois, à propos de Chouchou, vous disiez, il y a certains rires dans la salle à propos de Chouchou, je ne sais pas les évaluer. Je ne sais pas si les gens rient pour une autre raison que celle pour laquelle j'aurais voulu qu'ils rient. Parce que des fois, tu balances des choses qui sont importantes pour le personnage, qui parlent du jugement des autres et tout ça, ou qui parlent de certains extrémismes qui menacent tout le monde et tout. Et les gens rigolent parce qu'ils sont dans une énergie de rigolade depuis le début. Et donc, comme je suis encore avec ma perruque et je parle comme ça et tout, les gens rient. Et des fois, il y a des messages qui passent à l'as, quoi. Mais on peut très bien donner des messages en spectacle qui ne sont pas politiques. Les messages ne sont pas que politiques. Le jugement des autres, le partage, tout ça, c'est des messages aussi. Il y a un autre truc qui est très utilisé chez les comiques, c'est les bonnes vannes sur les people. C'est vrai qu'une bonne blague sur Mimi Mati, ça fait de mal à personne. Vous, non, c'est pas votre truc. Moi, je pense que quand tu dis des noms propres en live, dans le spectacle vivant, ça va faire rire sur le moment, mais je peux te dire que tu filmes ça, tu le vois dans 2 ans, c'est tout de suite ringard, parce que c'est facile. Oui, mais Michal, c'est un philosophe. Mais alors, je vais vous dire un truc. Non, mais ce qui est surtout, c'est que c'est pas un people. Non, mais moi, je trouve que la réaction du public est assez juste. Et je vais vous dire un truc pour être très honnête. Même ça, je ne sais pas si je suis à l'aise totalement avec ça. Avec Michal? Ouais, parce que je trouve ça facile. Il va peut-être sortir du spectacle, c'est pas impossible. Ouais, il y avait Nolwenn avant, elle l'est sortie. C'est vrai en plus, parce que je me disais c'est facile. Vous savez qu'ils sont habitués à sortir, hein, tous ces gens-là. Quand il y en a une bonne, il faut hein. C'était la bonne blague, merci. Si on parlait musique un petit peu, parce que ça c'est très présent dans le spectacle. Bon, j'imagine que c'est pour donner la pêche, il y en a plus que dans les précédents spectacles. Ouais, il y en a plus, et puis c'est parce que j'ai vraiment envie d'être chanteur. Hein. C'est le moment de faire un petit bœuf, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va vous apporter une guitare. Sérieux? Sérieux? Bon. Merci. On a quoi à gagner? Allez, encouragez-le. Il n'y a pas le truc qu'on met là, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je sais pas, quand vous êtes dans votre chambre ou chez vous, quand vous faites des petites vocalises. J'hésite à vous chanter soit une chanson d'Elise et Moon. C'est pas vrai, c'est une blague. On l'avait compris. Non, j'hésite. J'aimerais bien vous donner une chanson à moi, mais. Ça, c'est une bonne vanne, mais j'en ai pas. Eh ouais. Non. Il y a beaucoup de bonnes vannes ce soir. Non, ouais, bah attendez, c'est un public quand même. Ça fait longtemps qu'on tourne ensemble. Tu crois qu'ils sont venus pour l'émission? Non, ce qui me fait marrer, c'est que pendant ce temps-là, vous réfléchissez. Alors, juste un petit couplet d'une chanson un jour que j'ai écrite, qui me fait plaisir de vous proposer, qui est une chanson d'amour. Parce que j'étais très amoureux d'une fille à qui j'ai laissé plein de messages. Et en fait, je me suis rendu compte après que quand on laisse un message à une fille et qu'elle ne nous rappelle pas, c'est peut-être qu'elle n'a pas eu le message. Mais quand on laisse 20 messages à une fille et qu'elle ne nous rappelle pas, c'est que c'est toi qui n'as pas eu le message.
encore juste une heure. Je me jure de lui dire qui je suis. Oh, si seulement le son de sa voix pouvait me redonner la vie. Mais les images et des sons se propagent dans mon nuage par des anges ennemis. Encore juste une heure, vite que le jour vienne. J'ai peur de la nuit, hey, hey. J'ai peur de la nuit. Ba bam ba bam bam, oh, oh. Merci. Bravo. Voilà. On peut imaginer que c'est une chanson qui serait sur votre premier album, ça. Ouais, c'est une chanson qui s'appelle Dans mes pensées. C'est un homme qui cherche une femme qu'il ne trouve pas. Il l'aime et elle... Vous avez fait écouter ça à vos amis des Enfoirés? Non, à la fille qui... Mais elle n'écoutait pas, elle était... Bravo en tout cas. Merci. Merci. Je voudrais parler de votre carrière maintenant et surtout de votre succès. Il faut quand même savoir qu'il y a 7-8 ans de cela, vous démarriez au Deux Jazet devant 12 places payantes. Au Trévise. Au Trévise, ouais. Autant pour moi. Aujourd'hui, vous remplissez l'Olympia pendant un mois. L'année prochaine, vous allez dormir ici, je pense, toute l'année. Comment est-ce que vous vivez ça? D'abord, est-ce que vous avez trouvé ça long ou est-ce que vous avez trouvé ça fulgurant, ce succès? En fait, très franchement, j'ai pas trouvé ça très long et en même temps, on retient de la carrière des gens simplement ce qu'on a vu. Mais on ne sait pas que j'ai fait des courts-métrages qui étaient des trucs totalement amateurs, des pièces de théâtre avec des tournées dans des centres culturels français en Europe de l'Est avec le cours Florent. On ne sait pas que j'ai fait des films où je devais simplement ouvrir une porte et je pensais que j'étais au top. On ne sait pas que... J'ai fait de la figuration au théâtre de Chaillot. Donc, il y a eu une construction, mais je dois dire, et je touche du bois, que ce qui m'arrive là, je suis assez heureux et je le prends, il faut le vivre, le succès. Ça me donne des ailes, en tout cas. Et quand on voit son nom écrit en rouge sur la façade de l'Olympia, on repense aux profs qui ont passé votre scolarité à vous dire que vous étiez un idiot? Bon, un peu, pas trop, parce que ça, on peut y penser, mais je veux pas me laisser aller à ça. C'est pas un sentiment que j'ai envie d'avoir, genre le truc un peu revanchard. Parce que c'était le cas, hein. Mais mais quand on voit son nom en rouge sur la façade de l'Olympia, si je suis très honnête, on s'allume une clope, et on le regarde et on dit ça fait plaisir. Mademoiselle? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais te dire que merci beaucoup pour l'heure 40 que tu nous as donné de bonheur. Je t'aime énormément. Et désolée, non mais c'est vrai. Et je voulais te poser comme question, est-ce que tu aimerais un jour jouer un rôle à contre-emploi comme Coluche dans Ciao Pantin? Alors, moi déjà j'aime bien ce que tu as dit au début. J'ai un peu le trac. Moi aussi, je t'aime bien. Et pour répondre à la question, j'aimerais bien jouer un rôle qui n'est pas forcément un rôle comique, qui est un rôle qui va révéler d'autres facettes, en fait, qui va être un rôle émouvant, qui va être un personnage attachant et pas forcément drôle. Oui, j'aimerais bien. C'est pas ce qu'on vous propose, manifestement. Je crois qu'on vous propose beaucoup de films depuis Chouchou, oui. Et vous en refusez beaucoup. Si vous les refusez, c'est parce qu'ils vous plaisent pas, j'imagine. C'est parce qu'il y a... Trop stéréotypé, ce qu'on vous propose? Non, c'est parce que j'arrive pas... Je prends beaucoup de plaisir sur scène. J'ai pas trouvé encore un film qui, je pense, va me donner autant de jubilation que ce que je vis sur scène. La scène tout seul, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Hein. Émotivement, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Est-ce que, après, quand on se retrouve acteur, au milieu des autres dans un film, est-ce que c'est pas un peu plus fade? Ouais. Totalement. Pendant des années, on m'a dit « vous préférez le cinéma ou le théâtre ?» Et je formulais des réponses un peu bateau, genre « vous savez, c'est comme demander à une mère lequel des enfants elle préfère et tout ça ». Et franchement, aujourd'hui, je préfère être sur scène. Ouais. J'aime le cinéma pour la construction des personnages, pour le fait aussi de... Ce qui est bien avec le cinéma, c'est que quand le film il passe dans les salles, t'es pas obligé d'être là-bas. C'est super, il y a des gens qui disent « je t'ai vu hier » et toi, t'étais pas. Ouais. Ça, c'est super. Mais après, le cinéma me procure beaucoup moins de plaisir que le théâtre, je l'avoue franchement. Hein. Puisqu'on est sur le côté on change de registre, est-ce que vous pouvez imaginer faire du one-man show dont le but serait de ne pas faire rire?
Un bide. Pardon? Un échec. Non, une écriture, des sujets abordés. Vous seriez sur scène pour parler d'autre chose dans un autre but que de faire rire. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Non. C'est un cauchemar, ça. Fabrice Lucchini le fait, par exemple. Fabrice Lucchini, oui. Il fait rire parfois, mais c'est pas le but premier. Non, mais en fait, je pourrais envisager de jouer dans des choses, des films ou des pièces de théâtre qui sont peut-être pas drôles. Mais très franchement, j'ai pas la crise du comique. J'ai pas la crise de me dire, moi, je veux qu'on me prenne au sérieux. C'est très sérieux, le comique. C'est très sérieux de faire rire. C'est très difficile. C'est pas parce que c'est comique. Il n'y a pas quelque chose de plus noble. C'est pas parce que demain, tout de suite, quand les comiques font des rôles sérieux, on dit, c'est incroyable, vraiment, et il a été révélé. C'est beaucoup plus difficile de faire rire, que ce soit au cinéma ou sur scène. La presse est dithyrambique avec vous. J'ai relevé quelques termes qui sont utilisés pour vous décrire. Intelligence, distance, finesse, aucune vulgarité, justesse, présence. N'en jetez plus. Est-ce que vous avez le melon, Gad Elmaleh? Gad Elmaleh. Non, j'ai pas le melon. Non. Franchement, j'ai pas le melon parce que... Enfin, je pense pas l'avoir. En même temps, ça me saoule, cette émission. Je vais me barrer. Là, ce soir, vous faites exception, mais d'habitude, dans le civil, vous avez des lunettes de soleil. Oui, j'ai tout le temps des petites lunettes de frimeur. Donc c'est pour se la péter un peu, ouais? C'est pour se la péter, c'est pour se donner un look. J'ai vu Gérard Darmon un jour avec, je trouvais... je trouvais que ça faisait beau gosse. Quand on parle de succès, on parle un peu des femmes aussi. Est-ce que le succès rend beau? Est-ce que le succès rend beau? Bon, c'est vrai qu'il y avait un atout quand même à la base assez... Cela dit, je sais qu'il y a une dizaine d'années, quand vous étiez au Canada, il n'y avait pas encore le succès. Et déjà, vous aviez un certain succès, paraît-il. Je crois que vous disiez qu'elles étaient assez naïves et que vous en aviez un peu profité. Pas naïves, non. Au Québec, ils ont digéré les tabous depuis bien longtemps. Et les filles ont une manière d'approcher le rapport amoureux, le rapport sexuel, le rapport de séduction, qui est beaucoup plus franc qu'en France. Et encore pire, encore plus qu'au Maroc. Quand je venais de débarquer du Maroc, moi j'étais là, je faisais alors, machin. Elle me disait, bah, tu veux quoi exactement? Tu veux quoi là? Tu veux être mon chum, mon ami? Veux-tu coucher avec moi? Veux-tu. Là, j'ai le goût d'être clair, là, tu sais. J'ai pas envie de m'embarquer dans des affaires là, que je connais pas. Vous présentez le menu. Fait que c'est des trucs sincères, honnêtes. Et au début, je jugeais ça. Et après, je me suis dit, mais si toutes les femmes étaient comme ça, il n'y aurait même pas de guerre. Une petite parenthèse sur les femmes. Vous avez dit un jour dans une émission de télé avoir un sacré béguin pour Ségolène Royal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore plus depuis qu'elle cartonne. Elle est présidentiable, hein? Elle est présidentiable. Présidentiable. Vous seriez le premier homme de France? Oh non, arrêtez, elle est maquée avec François. Je crois qu'il y a deux petites filles qui veulent vous poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, le spectacle, il était très bien. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais une autre passion par la scène? Waouh. Alors. Pourquoi c'est toujours les enfants qui posent des questions pile poil qu'on ne sait pas quoi répondre et quelles sont les... En fait, j'ai une passion à part la scène, c'est la musique. C'est vraiment jouer de la musique chez moi, même tout seul, écrire des musiques, écrire des paroles. J'ai pris beaucoup de cours de musique quand j'étais môme. Donc ça, c'est vraiment ma grande passion. Et j'ai une autre passion aussi, que personne ne connaît. Mais je te l'ai dit, c'est la plongée sous-marine. J'adore ça. Alors j'aime bien aller voir les petits Nemo. Et mademoiselle, écoutez. Quel est ton idole? Mon idole, mais dans le théâtre, dans la chanson, dans le théâtre? Ouais. Fallait pas poser la question. Ah non, mais j'admire beaucoup Woody Allen, qui fait des films rigolos. Et j'admirais beaucoup un chanteur qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Claude Nougaro, qui écrivait des textes magnifiques. Alors j'aimais bien lire ses textes. Et je vais te surprendre, mais j'aime bien Laurie. Que vous, on peut l'applaudir. Quelques petits mots sur votre vie perso, si vous le permettez. Pas privé, hein. Attention, parce que je sais que vous n'aimez pas ça. J'ai eu peur. Vous le disiez à demi-mot tout à l'heure, sur scène, vous êtes confiant, bien sûr, puisque c'est là où vous vous sentez bien. Mais dans la vie, vous êtes un peu plus tourmenté, je crois. Oui. Oui, c'est vrai. C'est déjà une info de le savoir, on peut vous imaginer très à l'aise. Bah, tourmenté, oui, c'est... Moi, je suis pas forcément serein tout le temps. Ouais.
Moi qui ai passé quelques moments avec vous, enfin, ça se lit dans votre regard, il y a une sorte de plénitude. Enfin, je trouve que vous avez l'air d'être un mec cool. Mais j'ai lu dans des interviews, vous confessiez être pas si cool que ça parfois, un peu impatient, colérique. Enfin, vous êtes capable de parler mal, comme on dit. Non, ça m'arrive rarement. D'ailleurs, j'ai pas le courage de ça. Des fois, je me dis, lui, je vais aller lui dire ça et tout. Trop dur. Il va m'entendre. Moi, c'est pas comme ça qu'on. J'arrive, je dis, ça va. Non, j'ai pas le courage de ça. J'ai pas le courage de ça. Par contre, en fait, je fais mon chemin, en fait. Je sais que j'essaye de gérer les choses. Moi, j'ai très peur du conflit, pour des raisons personnelles. J'ai très peur du conflit. J'aime pas rentrer en conflit avec les gens. Donc, je navigue, j'essaie d'obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, j'essaie de donner ce que j'ai envie de donner, mais je n'arrive pas... L'affrontement, ça me fait peur. Ça peut me déstabiliser beaucoup. Et puis, je suis pas forcément à l'aise tout le temps. Là, c'est cool, le public a vu le spectacle, on est là, mais des fois dans des plateaux télé ou des choses... Bon, maintenant, il y a l'expérience, mais c'est vrai que je suis pas tout le temps à l'aise. Moi, au-delà de la notoriété, moi, quand j'arrive dans un cercle de gens et que je connais personne, je suis super mal à l'aise parce que j'ai besoin qu'on me regarde ou qu'on m'aime tout de suite. Donc, je suis depuis tout petit d'ailleurs. Pardon. Depuis tout petit, vous avez envie d'être le centre d'attraction. Plutôt réservé de nature, quoi. Mais vous êtes rassasié sur votre, on va appeler ça mégalomanie ou narcissisme. Avec le succès, vous êtes rassasié de ça ou il vous en faut encore? Je crois qu'il en faut encore pour me rassurer, mais moi j'aime bien aussi les gens réservés, pudiques. J'aime bien, moi je vais vers eux, ces gens-là. Je vais beaucoup plus facilement vers les gens qui sont plutôt réservés que les gens qui balancent tout du premier coup. Je les juge pas, mais je trouve que... Est-ce que vous êtes difficile à vivre pour les autres? Je pense, oui. Je pense parce que ça cogite tout le temps, parce que par exemple ce spectacle-là, je me réveille souvent la nuit pour dire pourquoi je dis pas ça plutôt que ça, donc ouais, c'est pas forcément évident. De façon beaucoup plus anecdotique, vous avez deux gros problèmes dans votre vie, entre autres. Hein. Vos pieds, déjà, vous en déconnez un petit peu dans le spectacle, mais il faut savoir que Gad Elmaleh n'aime pas ses pieds. Non, mais c'est un gag. Non, parce que je parle des pieds du blond et tout. Moi, en fait, les pieds, c'est simplement un truc d'enfance, de complexe. Grave, on ne les voit qu'à la plage. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Franchement. Alors, il y a un autre problème. Attendez, bougez pas, je reviens. Une petite surprise, mais c'est 3 fois rien. Ah bon? Oui. Vous avez un souci. Il faut qu'on arrive à résoudre ça ce soir. Vous voulez que je meuble en attendant? Non, non, pas du tout, je vais revenir. Ça y est, il est à l'Olympia, vas-y que je sors, je rentre. Et je fais l'Olympia, et je vais dans la cachette de l'artiste, et je me balade. On se demande bien qu'est-ce qui va amener. Il est où? Assis. Alors je t'explique, je vais t'expliquer. D'abord j'ai peur. Et en plus, je vais lui jeter des cailloux. Je pense qu'il faut que vous vous parliez. Le labrador est à vous ce chien? Viens voir Gad. Comment il s'appelle? Assis. Henri. Henri. Voilà. À un moment donné... Henri, tu parles en français, tu crois qu'il comprend? Vous pouvez regarder Gad? Henri. Henri. Ça y est, même le chien il fait l'Olympia. Je crois l'Olympia, moi ça fait 10 ans que j'attends de faire l'Olympia et le chien il arrive comme ça, ouais ça va, c'est bien. Ça. C'est quoi ce problème? Comment on peut avoir un problème avec un chien comme ça? C'est pas que j'ai un problème. Moi, j'ai grandi au Maroc. On avait des chiens partout dans les jardins. Et mon père, il nous amenait on voulait des chiens. Il nous amenait des chiens qu'il allait chercher à la SPA que personne ne voulait. C'était les moins chers, c'est-à-dire c'était des lions. Donc là, vous n'êtes pas hyper et avant d'aller à l'école le matin, on disait c'est bon, il est pas là le chien. Viens vite. Et mais ça, c'est un chien laïque, ça. Vous pouvez vous rasseoir, hein? Vous voulez qu'il sorte plutôt? Non, c'est bien. C'est bien? Reste là. Couchez. Couchez. Couchez, Henri. Couchez, Henri. Vous n'êtes pas hyper à l'aise. Allez, on va le faire sortir. Sacré Henri. Il y a d'autres... Vous avez d'autres phobies ou pas? À chaque fois que je le vois, ça me fait quelque chose. Un mot sur votre avenir. Il y a quelque chose qui vous caractérisait quand vous étiez enfant, c'est que vous étiez rêveur. J'imagine que depuis, vous en avez exaucé certains. Tout à fait. Est-ce qu'il en reste à exaucer? Bien sûr qu'il reste des rêves. Il reste des rêves de... Vous pouvez nous en confesser un? J'en confesse un. Oui, j'aimerais bien un jour jouer en anglais, des bouts de texte de mon spectacle. Ah ouais? J'aimerais bien. Mais là-bas, aux États-Unis? Non, ici en France. Ils vont pas comprendre. Ou alors il vous faut des salles bilingues. Si, c'est un projet. Je veux que personne ne comprenne, qu'il soit énervé et que c'est une expérience. Non, je rêverais de faire des extraits.
des extraits là-bas. De moi, là. Non, pas du tout, pas du tout. Franchement, je me permettrais pas, surtout s'il y a Henri à côté, je vais pas faire le con. Non, j'aimerais bien, donc peut-être un jour. Vous savez qu'il y a une émission célèbre que vous regardez peut-être qui s'appelle l'Acteur Studio, qui est présentée par James Lipton. Ça se termine toujours par, comme il appelle, le questionnaire Bernard Pivot. Sauf que pour vous, je me suis dit qu'un questionnaire Jean-Claude Van Damme, ça vous ferait peut-être plus marrer. C'est un truc sur mesure, vous voulez dire? Oui. Alors Jean-Claude nous dit, si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Est-ce que vous êtes d'accord? Sérieux, il a dit ça? Ah oui. Même les oiseaux, ils doivent être morts derrière. Il est trop fort, ce Van Damme. Je vous en donne une autre. Il a dit « Ma spiritualité est faite de oui et de non. » Et la vôtre? Ah, c'est Jean-Claude, hein. Ma spiritualité est faite de dons. Mais trêve de plaisanterie, vous êtes marocain de culture et d'origine, juif de confession, québécois de passeport, français d'adoption. J'ai pas dit de bêtises? Ouais. Ça cohabite comment tout ça? Franchement, j'ai la paix en moi. Et je suis humain, quoi. Voilà, de ce monde, citoyen du monde. Et j'assume les mélanges. Une petite dernière de Jean-Claude? Juste une petite dernière chose, je les défends chacun. Chaque chose que vous venez de dire, je les défends et je les fais cohabiter. C'est très important pour moi. Très, très important. Voilà. C'est tout. Une petite dernière de Jean-Claude. L'eau, c'est quelque chose de concret, mais aussi de pas concret. L'eau a beaucoup de dimensions. Parce que comme vous en buvez beaucoup, je me suis dit que vous avez peut-être un avis sur la question. L'eau. C'est bien, par exemple, pour éteindre le feu. C'est bien pour prendre une douche. Je pense que je ne ferai pas aussi fort que cette définition. Il est largement... C'est le haut du panier, Jean-Claude. C'est l'eau du panier. Oh! Quel shit! Allez, sans l'eau, on ne ferait pas grand-chose. Hein. Vous vous levez, Gad? On est arrivé au terme de notre entretien. Vous avez stand-up, donc stand-up. Il y a resté 1 heure de plus. Merci beaucoup. C'était donc le 3e rappel de Gad Elmaleh. Je voudrais remercier le public de rester avec nous. Et je crois que c'est la seule émission de télévision où c'est le public qui choisit d'être là. Ouais. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie d'être là, ça me fait super plaisir. Et ils applaudissent quand ils veulent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et Gad, merci. Et merde pour l'émission. Infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, public de France 3, de nous avoir suivis. Ciao, à bientôt. Merci.